Bien, alors on va attendre que tout le monde s'installe voilà, un peu rapidement parce qu'on... je ne sais pas si les micros marchent bien là. Oui, c'est bon, ça marche. Je vais vous demander de terminer de vous installer, qu'on puisse entamer la conversation suivante avec Clara Guémard et Anne-Sophie Pic. Déjà, merci pour vous, mesdames. Voilà. Alors, dans l'heure qui suit, vous est confiée surtout, mesdames, la lourde tâche de discuter de cette notion qui, aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous vivons, est assez finalement importante, celle d'oser. Qu'est-ce qu'oser, finalement, si ce n'est que de transformer le risque en opportunité? Et j'ai la joie, l'honneur, je ne sais pas comment dire, je suis très impressionnée de discuter de cela avec deux femmes dont la trajectoire a véritablement prouvé que c'était possible. Alors on va essayer de voir si c'est encore possible demain. Et puis surtout, parce que je pense que c'est ce que vous attendez aussi, on va ensemble parler de la façon dont elles ont osé, bien évidemment. Avant de démarrer, je vous propose une présentation de chacune de vous deux, mesdames, un tout petit peu longue, pardonnez-moi, mais comme ça, je pense que dans le parcours qui est celle de chacune, on comprendra mieux pourquoi vous avez été invitées et nous vous avons demandé de venir parler de cette notion qu'est l'audace, finalement. Clara Guémard, je vais commencer par vous. Vous avez une trajectoire assez impressionnante pour ceux qui ne le savent pas, mais enfin c'est difficile de ne pas le savoir. J'ai lu de vous que vous étiez une énarque au parcours éclectique. Et j'ai lu une autre chose qui m'a pas mal amusée, c'est que finalement, si on devait décrire votre parcours professionnel, ça pouvait se découper en 3 saisons, comme une série américaine. La première saison serait celle de la haute fonction publique, la deuxième saison serait celle de la direction d'une grande entreprise, et la troisième, la liberté peut-être, la philanthropie, en fait, celle que vous vivez aujourd'hui, et on va bien évidemment en parler. Alors, juste très rapidement, vous êtes, donc je le disais, passé par la haute fonction publique en ayant été à la Cour des comptes, plusieurs ministères derrière, l'économie, les finances, la solidarité, présidente pendant un temps de l'Agence française pour les investissements internationaux, ce jusqu'à 2006. Et puis, ça a été le grand saut. Vous avez rejoint ensuite le géant américain General Electric, dont vous avez été présidente pour la France et puis vice-présidente à l'international jusqu'en 2016. Vous occupez aujourd'hui plusieurs mandats administratifs, LVMH, dont on a vu une publicité tout à l'heure, avec Pierre Rabhi, Danone, Veolia, Bouygues. Et puis surtout, et c'est avec cette casquette aujourd'hui que vous venez nous parler, vous avez osé ce qu'on va peut-être appeler le pas de côté en créant en 2014 avec Gonzague de Blinière, Raise. Alors Raise, je ne vais pas en parler parce que vous le ferez bien mieux que moi, c'est une société d'investissement en 2 mots, philanthropique, qui soutient les entreprises de croissance. Et alors, je le rajoute parce que c'est important aussi, dans votre parcours hallucinant, vous avez écrit 4 livres, dont le dernier, je le cite parce qu'il parle de notre époque, s'appelle « Il faut qu'on en parle, le monde a changé ». Et ça, vous l'avez écrit avec l'une de vos filles. Voilà, donc, comment vous dire, un parcours que je ne qualifierais pas tellement il est impressionnant. Donc, pour le coup, vous avez vraiment osé, et osé à plusieurs moments de votre vie. Donc, on va essayer de comprendre quand et puis pourquoi il faut encore oser aujourd'hui. Anne-Sophie Pic, vous êtes l'autodidacte qui a décroché les étoiles. Et beaucoup d'étoiles, pas mal d'étoiles, 7 au total. Chef cuisinier, pour ceux qui ne le savent pas, et maître restaurateur, mais je ne sais pas comment on peut ne pas le savoir. Au départ, la maison Pic à Valence, dont vous êtes propriétaire aujourd'hui, qui affiche 3 étoiles au guide Michelin, c'est une histoire de famille, puisque c'est votre grand-père qui a fondé le premier restaurant familial en 1889 à Saint-Péret, en Ardèche, donc pas loin de Lyon, qui s'appelait l'Auberge du Pain. Et puis, votre père derrière, Jacques Pic, reprend ce restaurant et travaille à regagner des étoiles qui avaient été perdues pendant la guerre, si je ne me trompe pas. Et puis derrière, c'est vous, en 97, qui, après une école de commerce, avez décidé de reprendre le flambeau et vous développez alors le groupe Pic. Et le groupe Pic, aujourd'hui, c'est pas rien, 7 étoiles au total, une école de cuisine à Valence qui s'appelle l'école Scook, le restaurant Anne-Sophie Pic, au Beau Rivage Palace à Lausanne, 2 étoiles, l'épicerie fine à Valence, le Daily Pic, qui sont des ventes de verrines gourmandes, voilà. La Dame de Pic à Paris, le restaurant André, et puis récemment, la Dame de Pic à Londres. Enfin voilà, donc vous êtes une des femmes les plus étoilées du monde, puisque je le disais, vous cumulez 7 étoiles. Donc comment vous dire que parler d'audace et parler du fait d'oser, on ne pouvait pas trouver mieux que vous deux, mesdames. Alors on va
développer, enfin découper cette conversation en 2 temps, si vous le voulez bien. Je le disais, la façon dont vous avez osé pour arriver jusqu'ici, et puis ce qu'il faut oser dans cette époque formidable que nous vivons. Mais avant, je voulais leur donner la priorité. 2 jeunes étudiantes de l'EM Lyon ont des questions à vous poser, 3 questions. Traditionnellement, on met les questions à la fin, mais je trouve que comme on parle à la jeunesse, j'avais un peu envie, si on peut, donner la priorité à ces 2 jeunes filles qui, à chacune d'entre vous, a une question à poser, et une dernière que l'on va écouter, mais que l'on gardera pour la conclusion, si vous le voulez bien. Bonjour, je suis Claire Lacrose. Et moi, c'est Caroline Dupéret. Nous sommes toutes 2 étudiantes en 2e année du programme Grande École à l'EM Lyon Business School. Et nous représentons la 4e édition des baroudeurs de l'innovation managériale. 6 mois de tour du monde, 12 pays visités et environ 60 organisations rencontrées, mais surtout une expérience humaine formidable. Voilà le projet que nous portons. Nous avons osé prendre nos sacs à dos pour partir à la découverte des acteurs de l'innovation managériale à travers le monde. Alors, nous avons plusieurs questions sur la thématique « Oser ». Première question pour vous, Anne-Sophie Pic. Qu'avez-vous osé faire pour gravir les étoiles? Pour Clara Guémard, comment êtes-vous audacieuse dans un milieu responsable? Enfin, pour vous 2, qu'oseriez-vous dire aujourd'hui aux jeunes qui n'est pas conforme aux stéréotypes? Alors, la première question vous était destinée à Anne-Sophie Pic. Qu'avez-vous osé faire pour gravir les étoiles? Alors, je ne sais pas si j'ai osé faire quelque chose en particulier. Je pense que ce qui me vient plus facilement en tête, c'est peut-être oser être soi-même, dépasser ses limites, les limites qu'on se fixe soi-même, les limites qu'on pense avoir. Et oser, c'est peut-être, oui, se transcender, essayer de... Oui, une sorte de dépassement de soi, se faire confiance à un moment donné. Mais pour arriver jusque-là, il y a beaucoup, beaucoup de chemin avant. Il y a aussi le rapport aux autres, le fait qu'on n'est jamais complètement seul pour oser. Il y a les autres qui nous encouragent aussi à oser. Mais c'est quand même une forme de liberté qu'on s'autorise à avoir que celle d'oser. J'ai vu qu'adolescente, enfin j'ai lu, pardon, qu'adolescente, vous destiniez, enfin vous rêviez en tout cas d'être styliste. Alors il y a un peu de stylisme dans la cuisine, mais qu'est-ce qu'on ose pour aller au-delà de ce qui vous était prédestiné, et qu'est-ce qu'on ose pour dépasser ses rêves finalement? Mais je crois que le mot rêve, il est tout à fait opportun parce que je crois qu'on a tout un chacun une part de rêve en nous, qu'on ose ou pas développer, qu'on pense avoir la capacité de réaliser ou pas. Et c'est vrai que moi j'étais une grande rêveuse enfant, probablement grâce à mes parents, parce que pour qu'une enfant ou un enfant rêve, il faut que tout autour de soi soit relativement sain, équilibré et qui puisse l'aider à rêver. Donc je pense que c'est une grande chance de pouvoir rêver. Et j'étais une rêveuse, donc je savais très bien que je n'étais pas quelqu'un qui n'était pas dans les chiffres, c'est pas quelque chose qui me parlait vraiment. Mais par contre, j'étais une rêveuse et alors oui, dessiner, j'aurais été une grande dessinatrice, j'aurais sûrement été peut-être dans ce domaine de la mode, mais peut-être que, en fait, ce que j'aimais, c'était le geste finalement dans la mode, dans ce qui m'interpellait, c'était le savoir-faire, l'art. Enfin, oui, l'artisanat finalement qui me plaisait, savoir faire quelque chose de ses mains, savoir imaginer aussi des choses. Donc voilà, donc c'est vrai que la cuisine s'est imposée, mais ça a été un choix quand même délibéré. Donc quand vous prononcez le mot de choix, d'ailleurs que vous prononcez aussi, Clara Guémard, quand on a discuté un petit peu ensemble en préparant cette émission, je vais vous laisser répondre à la question, ce débat, je vais vous laisser répondre à la question de cette jeune fille, mais je voudrais qu'on puisse rebondir sur le mot du choix, parce que vous m'avez dit finalement pour oser, il faut avoir des convictions, mais il faut savoir qu'on a toujours le choix, dans un univers contraint certes, mais on a toujours le choix. C'est votre conviction profonde ? Oui, alors d'abord, j'aime pas beaucoup ce mot parce que souvent on l'impose aux femmes mais pas aux hommes. C'est-à-dire qu'on dit aux femmes qu'il faut qu'elles choisissent entre la vie de famille et la vie professionnelle, qu'il faut qu'elles choisissent entre telle chose et telle chose, et on le demande pas aux hommes. Donc, je suis pas sûre que le mot choix, c'est celui que je privilégierais pour parler d'oser. D'abord, moi, j'ai pas osé, mais on m'a invitée pour un anniversaire à la Dame de Pique. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire par rapport à d'autres restaurants, c'est que c'est pas simplement des saveurs gustatives,
mais c'est aussi les odeurs, la texture et l'art consommé qu'Anne-Sophie de marier tous les sens. On parle souvent en cuisine qu'il faut utiliser les papilles, tous les sens, mais ce que je trouve magique avec Anne-Sophie, et je voulais le dire, c'était que quand on va à la Dame de Pique, c'est aussi la texture, les odeurs, enfin tous les autres sens, le toucher, qui sont mis en, comment dire, en exergue. Non, qui sont mis au travail, j'allais dire, pour pouvoir savourer les plats. Et ça, j'avais jamais vu ça ailleurs, et je trouve ça extraordinaire. Alors, sur le thème d'oser, je ne sais pas si je me suis posé la question, est-ce que j'ose pas dans ma vie. J'aime beaucoup cette phrase, je ne sais pas si vous êtes jeune, donc vous connaissez sans doute pas Jacques Chancel, enfin pour ceux qui sont là-haut, qui sont jeunes, Jacques Chancel, mais il y a Jacques Chancel était un journaliste exceptionnel et qui interviewait des personnes exceptionnelles. Je vous conseille de les écouter en podcast parce que c'est toujours très instructif. Et il interroge Jacques Brel. Et Jacques Chancel avait cet art consommé 1 minute avant la fin de l'émission de poser une question qui est tellement immense que vous ne pouvez pas y répondre. Et donc il demande à Jacques Brel, vraiment le générique va démarrer pour faire la conclusion de l'émission, et il demande à Jacques Brel, c'est quoi votre idéal ? Et Jacques Brel répond un seul mot, qui est quelque chose qui me conduit beaucoup dans la vie. Il dit « essayez ». Et je crois que dans ma vie, tout simplement, j'ai voulu essayer. Je ne me suis pas demandé si j'allais réussir les concours, si j'allais réussir telle chose. Je me suis dit « ça m'intéresse, j'en ai envie, je suis curieuse, j'avais envie d'apprendre. » Et j'avais surtout envie de servir quelque chose qui était plus grand que moi, même si je ne le comprenais pas. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui a cette époque formidable, qui est que tous les sachants d'aujourd'hui, les experts, les économistes, les savants de toutes sortes, ils peuvent commenter, analyser l'existant ou le passé, mais ils sont incapables de prédire l'avenir. Et donc, vouloir oser, c'est savoir se jeter dans l'inconnu, au fond. Et peut-être que c'est comme ça que je le résumerais. Il y a cette phrase extraordinaire d'une actrice américaine, j'ai oublié son nom, qui dit « J'aime tellement le futur que j'ai décidé d'y passer le reste de ma vie ». Et c'est vrai que comme on doit passer le reste de la vie dans le futur, peut-être essayons de ne pas être le passager du train, mais de participer à l'aventure et d'y mettre sa trace. Et si je devais résumer ce qui m'a guidée dans l'existence, c'est 2 choses. La première, c'est que cette assurance que disait Pierre Rabhi avec d'autres mots tout à l'heure, qu'à chaque instant, on est créateur de notre propre vie. Vous êtes assis ici, vous auriez pu vous dire en fait non, je vais faire la sieste, j'ai pas envie de venir. Nous, Anne-Sophie et moi, on est venus pour vous parler et pour dialoguer avec vous. On a très bien pu se dire, on a plein d'autres choses à faire. Voilà. En fait, cette rencontre, chacune d'entre nous, on l'a créée. Et on l'a créée à chaque instant. Et donc de savoir qu'au fond, il ne faut pas s'aveugler sur les choses qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est dépenser de l'énergie à ce qu'on peut de toute façon pas maîtriser, mais qu'on a entre ses mains énormément de choses qui nous permettent d'agir là où on est et de rendre la vie différente, ou en tout cas de la vivre différemment que celle qu'on la vit. C'est ça la première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi j'ai toujours mis le désir avant la peur. J'ai peur comme tout le monde, hein. Tout le monde a peur. Mais la peur, moi j'en ai fait une bonne conseillère. C'est-à-dire que quand vous traversez la rue, la peur vous fait regarder à droite et à gauche pour ne pas vous faire écraser, mais ce n'est pas la peur qui va vous empêcher de traverser la rue. Et au fond, dans tous les actes de la vie quotidienne, quand on met l'amour, l'amour, quand on parlait Pierre Rabhi, l'amour, l'envie, le désir, la passion, avant la peur, mais en gardant la peur comme compagne, on ne se dit pas, c'est pas vrai, on ne peut pas dire qu'on n'a pas peur, on a tous peur. Mais de la mettre là comme
comme une vigilante. Moi, la peur, je l'appelle ma vigilante. C'est celle qui va m'empêcher de tomber dans le précipice et ne pas foncer tête baissée. C'est peut-être ça qui a fait que moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir, entre guillemets, réussi ma vie. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Anne-Sophie Pic, justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Finalement, oser, c'est essayer. Et mu par, pour vous en tout cas, Clara Guémard, mu par la volonté de faire partie d'eux, la volonté de ne pas se laisser avoir par la peur. On ose créer en cuisine chaque jour par révolte, par passion, par conviction. Je crois qu'il y a un moment pour chaque chose dans la vie. En fait, je crois que quand on est très jeune, probablement on a un caractère un peu exacerbé. Je suis passée par ce caractère-là. Pas l'esprit de vengeance, parce que c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment animée, parce que j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de très négatif et que quand on avait du négatif en soi, on le transmettait aux autres. C'était pas quelque chose qui pouvait permettre de dialogue. Mais c'est vrai que très jeune, j'ai eu à des moments dû lutter contre une peut-être vision arriériste de la profession qui pensait que pour une femme rentrer dans ce métier, c'était pas forcément possible, que l'accession à la troisième étoile, et moi-même je le croyais, hein. J'étais persuadée qu'en étant une femme, j'avais beaucoup de choses contraires contre moi. Donc il y a ce côté exacerbé de se dire on va essayer. C'est vrai, je me reconnais complètement dans vos propos, c'est-à-dire qu'en plus quand on est une femme, on essaye encore plus parce qu'on pense que c'est pas légitime d'essayer pour nous. Donc il y a un double tranchant par rapport à ça, mais essayer le désir pas de réussir, non, c'est pas ce désir-là, c'est le désir de participer à quelque chose, de participer à quelque chose qui nous dépasse, oui, c'est vrai, de se dire on peut se dépasser soi-même, peut-être c'est aussi une bataille contre soi-même. Donc voilà, on est jeunes, on a des moments un peu exacerbés, on a envie alors on essaye, ça peut être fort, on n'a pas forcément toutes les cordes à son arc. Moi je me souviens d'une grande impatience, on est très impatient quand on est jeune, on voudrait tout savoir tout de suite. Pour autant, il faut du temps et il faut aussi le rapport aux autres. Moi j'ai toujours pensé et j'ai compris aussi que je grandissais avec et grâce aux autres. C'est-à-dire que je connaissais mes limites et je savais où je devais aller, enfin plus ou moins bien sûr, mais on sait où il faut aller pour arriver à pallier ces manques. Et j'ai compris, et encore plus maintenant, le rapport aux autres, il est assez merveilleux, je trouve. Parce que quand on vous écoute, quand on écoute Pierre Rabhi, on progresse encore soi-même. Je pense que c'est ça aussi l'intérêt de cette réunion, enfin de cet échange entre nous, c'est qu'on a soi-même des convictions et qu'on progresse aussi encore à l'aide des autres, soit parce qu'ils nous disent les choses qu'on a envie d'entendre et qu'on pense soi-même, ou soit parce qu'ils nous mettent sur un chemin sur lequel on n'avait pas pensé aller. Donc le rapport aux autres, pour moi, il est très important. Alors c'était culturel pour moi, c'est-à-dire que en tant qu'autodidacte, j'avais besoin de comprendre. Alors comprendre la cuisine, c'est une chose. J'ai senti que je la comprenais au fur et à mesure du temps. On ne peut pas se dire du jour au lendemain, on a tout compris, on sait tout. C'est complètement impossible. D'où la patience pour les plus jeunes. Et puis il y a aussi l'intuition qu'il faut cultiver en parallèle et les rencontres avec les autres. Et accepter de ne pas tout savoir et que ces gens-là nous amènent des choses et nous permettent d'être meilleurs. Donc moi, c'était la compréhension du produit et ça l'est toujours dans mon univers, c'est-à-dire comment comprendre le produit, avoir cette transmission de celui qui cultive, de celui qui sait, à nous-mêmes, à soi-même, pour mieux le reproduire, le cuisiner, vous le redonner à découvrir et à aimer. Et puis apporter cette petite émotion aussi qui est propre, je crois, à chaque cuisinier. C'est-à-dire que je pense que si on fait ce métier pour être dans un faire-valoir et être brillé, je pense qu'on est complètement hors sujet, parce que faire la cuisine, c'est aimer les autres. Enfin, c'est vraiment un des actes d'amour les plus forts qui soient. On cuisine jamais pour soi-même, on cuisine aussi pour les autres. Donc voilà. Donc le rapport à l'autre est très important. Le rapport dans une brigade aussi. Ça fait 25 ans que je lutte contre les cris en cuisine, contre le manque de respect, contre ce qui peut être dépressif et déprécié dans ce monde qui est merveilleux pour autant. Et souvent, quand les gens viennent en cuisine et qu'ils passent à la table d'hôtes, ils disent mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est très calme. Et pour moi, ça c'est peut-être une des plus grandes réussites qui soit, d'arriver à imposer sa marque aussi de cette façon-là. Alors voilà, donc je lutte aussi contre ceux qui ne le sont pas. C'est jamais un long fleuve tranquille, mais
Mais en tant que femme, c'est bien d'avoir certaines valeurs à imposer à un monde qui n'est pas tout à fait comme ça au départ. Merci, parce que c'est vraiment très intéressant. Vous m'offrez une transition toute trouvée avec vous, Claire Guémard, parce que est-ce que vous, enfin même si la question est un petit peu bateau, vous m'en excuserez, mais on est obligé, étant donné qui nous sommes, là, toutes les trois femmes sur le plateau, de se poser cette question. Est-ce qu'il y a plus de doutes quand on est une femme pour diriger des équipes, ou est-ce qu'on vous demande plus quand on est une femme? Oui, j'ai une phrase toute faite que j'aime bien, mais qui est malheureusement la vérité, c'est que quand on est une femme et qu'on vous donne un job, vous avez la certitude du doute et que l'homme a le bénéfice du doute. C'est vrai que pour les femmes, c'est même encore maintenant, même dans la jeune génération, plus difficile. Je donne un exemple tout bête, et pourtant Dieu sait si mon associé est féministe convaincu, puisque chez Raise, on a la parité totale, et puis surtout, on a en permanence, on a une double gouvernance, c'est-à-dire que c'est toujours un homme et une femme qui dirigent chacune des entités. Donc ça, c'est un peu particulier, parce que personne n'est chef. Il y a un binôme qui est chef. Et on a acheté une propriété près de Nice pour en faire un lieu de permaculture et un lieu de séminaire pour permettre aux dirigeants de comprendre le monde qui est là, et de le toucher du doigt et de faire justement du travail manuel. Et on a une ingénieure agronome qui s'est proposée pour diriger la permaculture. Et Gondag n'a pas pu s'empêcher de lui poser la question: mais est-ce que tu auras la force physique? C'est ce genre de... Comment dire, pour une femme, c'est plus difficile, mais en même temps, quand on est une femme, on a des atouts. Alors moi, il y en a un que je peux plus l'utiliser maintenant, mais qui m'amusait beaucoup, c'est que quand j'étais ambassadeur délégué aux investissements internationaux, j'avais la responsabilité d'accueillir des investisseurs étrangers. Et à l'époque, Internet existait peu. Et donc, je venais les accueillir. J'avais un espèce de gigantesque bureau qui avait été installé par mon prédécesseur. Et je venais accueillir au bas de l'escalier mes visiteurs, qui étaient des patrons de grands groupes. Je les amenais dans mon bureau, je leur proposais du café et du thé. Et ensuite, je m'asseyais en face d'eux. Et ils étaient persuadés que j'étais l'assistante. Et j'avais 10 minutes où je pouvais avoir le dessus, parce que je les sentais complètement perdus en se disant: est-ce que j'ai été polie? Est-ce que je n'ai pas maltraité? Est-ce que c'est vraiment elle, ou est-ce qu'elle est en train de me faire un cinoche? Enfin, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on est différent, Pierre Rabhi expliquait que lui, il venait d'une terre africaine. Moi, je viens d'une terre du Nord. Ma mère est danoise, mon grand-père était esquimau. Et donc, j'ai appris très jeune, dès l'enfance, la différence des cultures, la façon dont on ne mange pas pareil, on n'a pas la relation humaine n'est pas la même dans une culture danoise que dans une culture française. Et cette différence, cultivez-la, elle est votre force. C'est pas du tout, la différence n'est jamais une fragilité. Elle n'est jamais un obstacle. Elle est au contraire ce qui fait que vous êtes vous. Et que vous êtes irremplaçable. En fait, chaque personne ici dans cette pièce, quel que soit son job, sa fonction, sa place dans la société, est absolument irremplaçable. Le métier peut être remplacé, enfin la fonction peut être remplacée, mais la personne, la façon dont elle exerce est irremplaçable justement parce qu'elle est différente. Et je crois que de s'appuyer là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Anne-Sophie sur leur relation avec l'autre. Je pense qu'on a énormément à apprendre des autres. Je pense que dans notre génération, nous sommes devenus, c'est la première génération qui est devenue l'élève de ses enfants. Moi, ça tombe bien, j'ai beaucoup de professeurs à la maison, j'en ai 9, donc j'apprends beaucoup. Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas se limiter à cause du regard de l'autre. Parce que quand vous êtes dans votre vérité, ça fait violence. Ça vous fait violence à vous, ça fait violence aux autres parfois. Mais si c'est juste, cette violence-là passera.
Et dans le monde d'aujourd'hui où il faut qu'on aille vers des ruptures, c'est absolument indispensable. On ne peut pas continuer dans le tunnel dans lequel on est. Il faut qu'on se lève tous à l'endroit où on est et qu'on essaye d'agir. Et on doit pratiquer des ruptures dans sa consommation, dans sa façon d'agir, dans ses priorités. Ça va faire violence, mais c'est une violence qui peut s'exercer de façon pacifique à partir du moment où vous êtes dans votre axe et dans votre vérité. Et donc, ne pas s'arrêter au jugement de l'autre. Le jugement de l'autre, des gens qui vous aiment, on peut les écouter, bien sûr, il faut les entendre, ils peuvent vous apprendre beaucoup de choses, mais ils ne doivent pas vous empêcher d'être. Moi, dans la famille dans laquelle je suis née, et qui était une famille aimante, j'ai eu énormément de chance parce que j'avais des parents qui m'aimaient et dont j'ai jamais douté de l'amour, mais je devais me marier, avoir des enfants et surtout rester à la maison. C'était pas concevable qu'une femme travaille. Et donc, je ne veux pas dire que je suis allée contre eux, mais je suis allée, enfin pas malgré eux, mais ils n'ont pas compris, ils m'ont laissé faire, mais ils ont pas compris, et à aucun moment je me suis dit ils vont moins m'aimer parce que je ne fais pas ce pourquoi ils m'ont programmé. Donc Anne-Sophie, vous vouliez réagir? Non. Non, j'écoute avec immense plaisir, et oui, et forcément ça, il y a des choses auxquelles je pense, bien sûr. Alors c'est vrai que moi, on pourrait penser aussi que pour le coup, le choix de mon métier a été imposé par ma famille ou par le décès de mon père qui est arrivé peu de temps avant que je revienne en cuisine, mais en fait pas du tout. On parlait de cette question du choix, bon, un terme qu'on aime ou pas, mais choisir soi-même, enfin, dans une certaine mesure sa vie, c'est aussi une forme de liberté. Moi, je crois beaucoup à la liberté, en fait. Je crois qu'on n'est jamais vraiment aussi libre qu'on voudrait l'être, mais je suis contre le fait qu'on nous impose des choses, alors qu'on se laisse juger. Oui, bien sûr, on est jugé tous les jours par nos clients, donc forcément, on doit tenir compte de ce jugement aussi pour évoluer. Mais il faut suivre son petit chemin. Je crois beaucoup en l'intuition et à quelque chose qui finalement, ou même une révélation. Moi, souvent, je dis quand je crée un plat, c'est une révélation du goût juste. Elle arrive, c'est magique, c'est le moment le plus merveilleux qui soit. Et c'est cette intuition qui guide à la révélation des choses. Alors, justement, cette intuition, quand vous créez un plat, quand vous innovez, quand vous vous dites c'est le bon choix, alors on peut le tester avec ses papilles, bien sûr, dans le domaine qui est le vôtre, mais il est guidé par une liberté, ou quel est le pire ennemi de l'audace, finalement? Quelles sont les limites au fait d'essayer, comme vous disiez? Alors, le pire ennemi de l'audace, c'est la peur. C'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure. La peur inhibe toute action. Et moi, personnellement, elle m'a inhibée pendant un certain temps à mes tout débuts, parce que finalement, en reprenant la suite de mon père et de mon grand-père, j'avais tellement peur de mal faire et de ne pas être digne de cette transmission que finalement, j'étais dans un immobilisme en ayant peur. Et ma mère me disait souvent, mais reprends un petit peu les recettes de ton père. Pour l'instant, pendant ta construction, essaye d'aller vers ce que lui, il a fait, il reproduit. Et moi, je luttais contre ça, en fait. Ça a eu de très bons conseils après, bien sûr, mais ce conseil-là, je ne l'ai pas suivi dans le sens où, pour moi, c'était une facilité que je ne voulais pas m'autoriser. Je me suis autorisée déjà à reprendre, un petit peu à comprendre ce qui avait été abandonné dans les recettes initiales, comme le gratin de queue d'écrevisse, quelques années après que mon père soit décédé. Il me semblait qu'il avait été changé, donc j'ai essayé de reprendre les guides culinaires de mon père, ce qu'il avait guidé sur son chemin, mais je me suis vite émancipée de son travail à lui, parce que je voulais suivre mon propre chemin, quitte à me tromper, quitte à faire des erreurs. Est-ce que je peux juste rebondir là-dessus, parce que je vais reciter Jacques Brel, qui était d'ailleurs entre nous un affreux misogyne. Enfin, c'était l'époque qui voulait ça. Mais sur l'audace, il y a toujours Jacques Chancel qui lui pose la question de savoir pourquoi il arrête de chanter. Et il dit, c'est parce que j'étais en train de devenir habile. Et je crois que l'une des freins à l'audace, au-delà de la peur, et je suis tout à fait d'accord avec Anne-Sophie, c'est l'habileté. C'est-à-dire, c'est le confort de se dire je sais, je peux faire, et au fond de ne pas se rappeler que on est nu, on meurt nu, mais on est nu tous les matins. Si je me transpose au Japon, dans un carrefour de rue,
et qu'on me met là à l'instant T dans le carrefour de Rude au Japon où je ne parle pas la langue, personne ne sait qui je suis, personne ne me connaît, mais je reste Clara, je serai toujours moi. Et ce que j'ai fait ni ne me définit, ni ne m'appartient. Bien sûr, ça m'a donné de l'expérience, mais en l'occurrence, cette expérience m'est totalement inutile, mais elle ne m'empêche pas d'être entièrement moi. Et c'est ça l'audace. Je crois que c'est tout simplement de savoir qu'on est doté juste de 3 choses, c'est d'une intelligence, d'un cœur et d'un corps, et que ce qui est important pour nous, c'est de les respecter, de les aimer, et de se dire que ce sont les fabuleux outils que la vie nous a donnés, mais qu'on n'en a pas d'autres. On n'en a pas d'autres. On n'a pas le statut social, on n'a pas l'expérience. Tout ça sont des outils qui nous sont donnés à un instant T, mais si on était projeté ailleurs, on ne les aurait plus. Et quand on a conscience de ça, ça vous donne une liberté totale, parce que vous pouvez redémarrer du jour au lendemain, parce que vous sentez que votre intuition, justement, cette belle intuition dont parle Anne-Sophie, cette justesse, ce moment où on sait qu'on est dans le vrai, elle peut vous prendre un matin au réveil ou parce que vous discutez avec quelqu'un et vous dites ça y est, là, il faut que je parte par là. Et ce que je laisse, finalement, je le répète, mais je pense que c'est important, ni ne me définit, ni ne m'appartient. Oui, Anne-Sophie, je vous en prie. Sur ce que vous avez dit, sur l'inconfort. Je pense qu'on est tout un chacun, on a envie de confort, on a envie de stabilité. Et moi-même, il y a quelques années, je me disais, quand j'arriverai vers 50 ans, je serai dans un parfait confort, je serai habile, quand on a 30 ans ou 25 ans, c'est ce qu'on se dit. Qu'à 50 ans, on va être très habile, on va savoir tout faire, on saura tout sur tout. Et en fait, je m'aperçois que je suis dans le même inconfort à 50 ans que j'étais à 35 ans, et que je le souhaite, en fait, cet inconfort maintenant, contrairement à 35 ans où je ne le souhaitais pas. Et en fait, l'inconfort permet de rester très, très en vie, très, très audacieux encore. Et l'habileté, c'est exactement ce que vous disiez, être habile, ça veut dire commencer à ne plus avoir de l'inconfort, ne plus être créatif, ne plus être... voilà. Donc il faut se mettre dans une situation d'être inspiré, d'être inconfortable. C'est l'histoire du homard. Ouais. Vous la raconterez mieux que moi, mais le homard, c'est un animal qui change de carapace à chaque fois qu'il grandit, et donc il va se cacher derrière un rocher. Anne-Sophie, vous me corrigez si je dis mal, hein, mais il va se cacher derrière un rocher, il enlève sa carapace, il est tout nu, et puis il attend que sa carapace repousse. La moralité de l'histoire, c'est qu'on ne grandit que dans l'inconfort. C'est bien dit, c'est ça. C'est ce que disait René Char, je ne sais pas si vous connaissez René Char, il a cette phrase magnifique, il dit « il faut trembler pour grandir ». Et en permanence. Et en permanence. Alors je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'époque d'aujourd'hui, puisque c'est le thème de notre forum aujourd'hui. Vous m'avez dit, Clara Guémard, on vit une époque pleine d'antagonisme. Pourquoi ? En quoi est-ce qu'aujourd'hui il faut oser plus ou différemment d'hier ? Et puis j'aurai la même question pour vous après, Anne-Sophie. Alors je vais essayer d'être brève, mais des antagonismes, il y en a plusieurs, mais j'en vois 3 qui sont importants. Le premier, je l'ai dit, c'est qu'on n'a jamais eu autant de chiffres, autant de statistiques, et en même temps aussi moins connu l'avenir. Moi, quand j'étais enfant, il y avait le plan. Le général de Gaulle disait qu'il y avait un plan quinquennal, etc. Aujourd'hui, personne ne sait prédire l'avenir. La deuxième antagonisme ou apparente contradiction du monde contemporain, c'est qu'on va vers un monde de plus en plus digital, avec des technologies qui sont exponentielles entre l'intelligence artificielle, la robotique, le blockchain, on peut les citer, la big data, on peut tous les citer, qui non seulement sont des technologies qui sont extrêmement puissantes, mais qui sont en même temps cumulatives. Et en même temps, on a ce retour à la terre, ce retour à la sobriété heureuse dont parlait Pierre Rabhi, ce retour à l'usage de ses mains. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes qui sortent de l'EM Lyon, qui sortent d'HEC ou de grandes écoles et qui décident d'être menuisiers, qui décident d'être cuisiniers, qui décident d'être agriculteurs, qui décident de refaire du travail de leurs mains. Et donc il y a cette espèce d'apparent grand écart qui en fait peut tout à fait se rejoindre. Et puis il y a, et c'est pour ça qu'on a créé Raise, cette absurdité apparente d'une finance, enfin d'un capitalisme qui apparaît totalement irresponsable aujourd'hui, c'est un capitalisme accumulateur qui fait que l'argent va dans moins en moins de mains.
y compris dans ceux qui avaient une belle intention au départ, hein, parce que on peut penser que Airbnb ou même Facebook et tout ça n'avaient pas forcément l'ambition au départ d'être accumulateur de temps de biens. Et d'un autre côté, on n'a jamais été dans une époque qui a tant envie de générosité. Je pense que si je demandais aux gens de cette salle de lever la main en disant « Est-ce que vous défendez une cause ?», tout le monde leverait la main. Tout le monde défend une cause et tout le monde a envie de partager et d'être solidaire. Et donc, la question, c'est comment on réconcilie ces mondes et non pas en les sanctionnant, en les jugeant, mais en essayant d'utiliser la force de l'un pour le bénéfice de l'autre. Alors, si vous me permettez juste de dire pourquoi j'ai créé Raise, parce que je pense que c'était ça aussi, oser. Bien sûr, parce que c'est finalement assez révélateur, assez illustrateur de tout ce que vous... Avec Gonzague, on se retrouve un jour à déjeuner. Moi, je le connaissais parce qu'il se trouve que je lui avais acheté une entreprise dans laquelle il avait été investisseur. On se retrouve à déjeuner. Il y a l'article de Libération qui dit « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». C'est en 2012. Et on se dit, nous, on doit tout à la France. Moi, parce que je suis une femme, je pense que si j'avais été anglaise, italienne, espagnole, j'aurais jamais pu avoir la vie que j'ai eue et je le dois grâce à la France. J'ai pu mettre mes enfants à l'école gratuite, savoir qu'ils soient soignés. Enfin, donc j'ai vraiment une reconnaissance à mon pays, qui est le mien autant que le Danemark, mais qui est mon pays. Et donc on a décidé d'essayer de réconcilier cette idée que dans la finance, qui est le monde le moins généreux qui soit, parce que c'est un monde où la seule mesure, c'est celle de l'argent, donc la maximisation de l'argent, c'est la façon dont on mesure la qualité du travail qu'on a effectué. Quand on est Anne-Sophie, ce qui compte, c'est que le client soit heureux, que le plat soit beau, que voilà. L'argent vient après, il faut que ça marche, bien sûr, il faut une rentabilité financière, mais ça redonne le sens qu'a l'argent, qui est que c'est une simple énergie. C'est une énergie que je transmets. Et donc, l'importance de l'argent, c'est qu'est-ce que j'en fais, quel usage j'en fais et quelle énergie je transmets. Et donc, on a décidé avec Gonzague de créer une société d'investissement où nous, l'équipe, donc pas nos actionnaires, mais nous, l'équipe, on allait donner 50% de ce qu'on gagne à une fondation pour aider les entrepreneurs. Et avec cette idée extrêmement simple que si on était généreux, eh ben, en fait, on allait mieux réussir que les autres. Et c'est pour ça qu'on a aussi créé le mouvement pour une économie bienveillante, qui a aujourd'hui plus de 5000 signataires, pour témoigner qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont dans cette même logique et qui partagent. Elles partagent leur temps, elles partagent leurs compétences, elles partagent leur expertise, elles partagent leur argent pour transmettre du savoir, transmettre cette énergie pour permettre à d'autres de créer. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que on ne voit la générosité, souvent, pour simplifier, on dit que quand on est riche, c'est qu'on a gagné de l'argent, pas forcément de façon très saine, et quand on est bon et qu'on est généreux, on est pauvre. Peut-être aussi que cette générosité, qui est une générosité de temps, d'énergie ou d'argent, si on arrivait simplement à se dire que c'est un moteur économique, parce que quand je donne de l'argent à un entrepreneur pour l'aider à réussir, c'est parce que je l'admire. C'est parce que je pense qu'il va créer quelque chose que moi, je ne sais pas créer. Quand j'aide des associations qui sont dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, c'est parce que les personnes qui la dirigent sont capables de faire quelque chose que moi, je ne suis pas capable de faire. Je ne suis pas en train de les aider, je suis en train de leur donner une part d'un moteur qui leur permet d'accélérer leur propre moteur pour leur permettre de rendre le monde plus juste, plus beau, plus équitable. Donc ce serait ça, oser aujourd'hui, dans cette époque en tout cas, c'est la priorité absolue du monde du monde d'aujourd'hui. C'est que si aujourd'hui on n'a jamais été, globalement, la planète n'a jamais été aussi riche, aussi destructrice des richesses, elle accumule les inégalités. Si on ne se dit pas, nous qui sommes ici dans cette salle, on est tous des privilégiés d'une certaine manière, si on ne se dit pas, on retrousse nos manches pour essayer que ça soit différent, qui le fera ? Mais qui le fera ? Anne-Sophie Pic, même question. Aujourd'hui, dans cette époque que vient très bien de définir Clara Guémard, comment est-ce qu'on peut oser différemment de... Mais je pense que c'est vrai que l'entreprise a une forte responsabilité aujourd'hui.
si elle veut continuer à vivre, à avancer, il faut qu'elle entraîne positivement les gens qui travaillent dans les entreprises, et elle a des devoirs aussi. Donc je pense que oser, c'est être capable de s'adapter aussi, s'adapter à la jeunesse d'aujourd'hui, à leur envie, leur désir. J'essaye toujours de me mettre en situation des plus jeunes aussi. J'ai pas l'impression que j'ai beaucoup changé depuis mon plus jeune âge dans ma tête, en fait, parce que le fait d'être autodidacte m'a gardé, comment dirais-je, une fraîcheur, on va dire, entre guillemets, d'esprit, de façon de travailler dans mon entreprise, qui me permet de toujours me remettre en question et de me dire, on a encore d'autres chemins à faire, on a encore plein de choses, j'ai plein de choses à apprendre. Pour moi, la vérité, je peux en changer aussi. Je suis jamais tout à fait sûre de mes choix, et je peux les remettre en question assez facilement. Et mon mari a cette volonté-là aussi d'adaptation très forte. Donc pour moi, il y a deux choses. Il y a le fait qu'on continue, entre guillemets, quand on a des jeunes ou des moins jeunes, on est tous ensemble et on apprend à vivre ensemble, et on s'enrichit mutuellement. Et pour moi, ce qui m'importe, c'est continuer à apprendre. Donc je me dis que ce partage-là, le fait que moi j'ai envie d'apprendre, je dois le partager aussi avec mes équipes. Donc on crée beaucoup à l'intérieur de la maison des ateliers, dans la cuisine d'essai notamment, où on a des gens de l'extérieur qui viennent nous former, nous apprendre des choses. On fait beaucoup de dégustations, on sort avec les équipes. Enfin, aujourd'hui, la culture est réellement au centre de l'entreprise. Et la culture, c'est toujours pareil, c'est le rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on peut chercher sur Internet la culture, mais le fait qu'elle soit transmise par l'humain, par celui qui sait, par celui qui a appris, par celui qui a l'expérience, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Et c'est comme ça aussi qu'on peut respecter les générations, différentes générations des entreprises. On est très attachés, avec mon mari, à travailler avec très jeunes, mais on est très attachés aussi à l'expérience que peut induire aussi l'âge et l'expérience de l'entreprise par ceux qui l'ont pratiqué. Donc ce qui est important, c'est de ne pas opposer les uns aux autres, en fait. Ça, c'est primordial pour moi. Et puis, oui, cette instabilité, alors c'est à nous de la porter avec mon mari, j'ai envie de dire. Ce qui est très difficile, c'est de ne pas faire percevoir son instabilité ou les instabilités qu'on peut avoir dans les entreprises aujourd'hui, qui sont plus fortes qu'avant, à nos équipes, et de rester un curseur très fort, une valeur très forte, et de rassurer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a appris à faire. Mais être audacieux, c'est finalement avoir la perception de tout, de ne pas se fermer, en fait, de ne pas exclure, de ne pas s'exclure aux autres, de ne pas exclure les autres de l'entreprise. Ça peut être aussi le handicap, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être dans la cuisine, ne pas exclure, ne pas être dans des modes, dans des tendances. Donc voilà, et ça, c'est finalement, c'est ça qui est osé pour moi. C'est de ne pas rentrer dans les tendances et de ne pas être à la mode, en fait, totalement, d'être dans le présent, mais de suivre son chemin. De ne pas rester enfermé et de ne pas s'enfermer. Il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas où est notre Steven national pour savoir si on a le temps ou pas de prendre quelques questions. Si pas, la dernière de ces deux jeunes étudiantes qu'on a vues tout à l'heure était la suivante. Et finalement, je vais vous la poser, même si vous avez déjà un petit peu répondu en conclusion. Qu'oseriez-vous dire aux jeunes qui ne soient pas conformes aux stéréotypes ? Je ne sais pas qu'est-ce qui est conforme aux stéréotypes. Moi, ce que je dirais aux jeunes qui sont dans la salle, c'est que vous êtes une génération qui n'avait jamais eu autant de pouvoir que les autres générations ont eu. Et votre responsabilité, elle est immense. La première, c'est de nous mettre un coup de pied au cul, parce que c'est nous qui avons le pouvoir et l'argent, et il faut qu'on bouge. Mais peut-être pas forcément en étant incantatoire, mais en apportant vous-même des solutions. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous en inventez. Et vous avez cette faculté exceptionnelle d'être connecté derrière votre ordinateur à tous vos réseaux. Choisissez-les bien. Je vais peut-être vous mettre un peu d'urgence. Le temps est compté, le vôtre aussi. Vous êtes jeune, vous avez une longue vie devant vous. Mais ne pas perdre de temps. Bien sûr, c'est bien de s'amuser, c'est la futilité, c'est sympa et tout ça. Mais le miroir et des alouettes, il a existé dans toutes les générations, à tout moment. Vous devez avoir une capacité de jugement et de pertinence qui est bien plus grande que les autres.
je regardais récemment un film qui est tiré, que je n'avais pas voulu voir parce que j'avais adoré le livre, qui est L'élégance du hérisson. Et j'ai revu le film récemment où il y a cette petite fille de 10 ans qui veut se suicider parce qu'elle ne veut pas terminer dans un bocal à poisson. Je pense que, évidemment, la thèse est forte, mais il n'y a pas de bocal à poisson. Le poisson, il peut retourner à la mer très facilement, il suffit simplement de le décider. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que ne vous mettez jamais dans un constat d'impuissance. Vous avez toujours une capacité à agir. Bien sûr, on ne vous demande pas tous de devenir... chacun son Everest, hein, chacun a son chemin, chacun a sa route, mais c'est pas nécessaire aujourd'hui d'être puissant, célèbre ou connu pour avoir un impact. Partout où on est, là où on vit, on peut avoir un impact. Et votre génération a d'autant plus d'impact, d'abord qu'elle comprend mieux le monde qui vient que nous, et que surtout vous avez des outils à votre disposition que aucune autre génération a eu. Et je voudrais juste terminer, j'ai écrit donc un livre avec Bérénice qui s'appelle « Faut qu'on parle », sur justement les différences de valeurs entre la génération post-68 et la génération millénium que vous incarnez. Ce qui me frappe dans la génération mai 68, c'est que quand vous regardez bien, en mai 68, elle avait les mêmes rêves que vous. Et ça a été la génération la plus industrieuse, la plus peut-être égoïste, puisqu'elle a accumulé un patrimoine et peut-être qu'elle l'emportera dans sa tombe, j'en sais rien. Et quand je dis ça, j'en fais partie. Moi, j'avais 8 ans en mai 68. Et donc, le basculement s'est fait sans doute d'une façon insensible, mais il s'est fait. Et donc, vous n'êtes pas à l'abri de faire les mêmes erreurs que nous. Donc, soyez vigilants et gardez votre raison d'être. Toujours la raison d'être. Anne-Sophie Pic. Oui, c'est difficile de rajouter quelque chose parce que je crois que pour les jeunes. Mais pour les jeunes, je pense que je vais me mettre à votre place. J'ai été jeune et je pense que en fait, à votre âge, je doutais beaucoup. En fait, c'est des moments très incertains. On a envie. Enfin, moi, j'ai longtemps dit que je souhaitais être la plus vieille en cuisine. Alors, quand j'ai commencé, j'avais 22 ans. Et je me disais, mais vivement que je sois la plus vieille, c'est terrible. Et en fait. Non, il faut pas penser comme ça. Il faut vivre le moment présent aussi. Alors certes, il y a une urgence, mais je pense pas qu'il faille être dans l'urgence. Moi, j'ai envie de dire, chaque étape, vous devez la faire. En fait, il faut pas brûler les étapes. Les étapes, ces étapes, c'est votre reconstruction, c'est votre maturité. On cuisine pas à 25 ans comme on cuisine à 35, comme 45, comme à 55, et tant mieux. On ne peut pas être accompli à 22 ans. Par contre, on peut avoir des idéaux, et ça, il ne faut pas y déroger. Je pense qu'il faut que vous soyez plus tard et que vous continuiez à être ce que vous êtes aujourd'hui en tant que personne jeune, investie, pleine d'idéal. Je pense qu'il faut que vous gardiez ça parce que finalement, c'est ça la vérité. Et puis faites-vous confiance aussi, parce que je pense que quand on est très jeune, on ne se fait pas forcément confiance. Et aidez aussi les gens qui vous tendent la main. Ne pensez pas que, ne soyez pas trop, comment dirais-je, susceptible, personnel. En fait, vous allez vous construire avec les autres et grâce aux autres, pas tout seul. Rappelez-vous. Merci infiniment. On n'aura pas le temps pour une dernière question. J'en suis désolée. On va laisser la place à la conversation suivante, au débat suivant. Je ne sais pas comment vous remercier à toutes les deux infiniment d'avoir partagé tout cela avec nous.